Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 2 jours après l'élimination. Disons-le, la saison est terminée, on est éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France, ne l'oublions pas. Il y a la Ligue 1 à aller chercher, certes, si on déconne pas trop, ça devrait le faire. Mais dans tous les cas, les constats seront les mêmes en fin de saison que maintenant. Le PSG de la mi-mars et celui de la mi-juin, c'est le même, sur lequel il faudra faire les mêmes choix. Donc autant tirer les conclusions dès maintenant pour ensuite se retourner vers l'avenir, la refonte de cet effectif comme on l'espère inlassablement après chaque saison. Bref, aujourd'hui on va parler de Christophe Galtier. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques mais d'excellente qualité. Il y a la boutique bien sûr, mais j'aimerais m'arrêter avant sur leur groupe WhatsApp qui est dans la description. Vous pouvez le rejoindre, ça vous coûte rien. Et ils font très souvent des tirages au sort pour vous faire gagner des maillots que vous pouvez personnalisé avec flocage et tout ça, et que vous recevez chez vous donc gratuitement. Si vous voulez faire directement vos emplettes, il y a la boutique, maillots de tous les clubs, sélection nationale, vintage, rétro, NBA aussi, des équipements de Formule 1, les survêtements de tous les clubs bien évidemment, et des délais de livraison assez raisonnables d'environ 3 semaines à des prix très bas, comptez une trentaine d'euros pour un maillot floqué, sans compter les réductions qui sont quand même très souvent présentes. Là par exemple jusqu'au 16 mars vous avez un maillot offert pour 2 achetés, 2 offerts pour 4 achetés et 3 offerts pour 6 achetés. Toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon alors au match aller j'avais défendu l'approche de Christophe Galtier en 4-4-2 régular, un système qu'il a maîtrisé tout au long de sa carrière. Au vu des absences, des méformes et de la dynamique à ce moment-là, je trouvais que c'était difficile de faire plus ambitieux sans se compromettre le match retour. Et à quelques minutes près, le plan marche en fait. En première mi-temps, le Bayern ne se créait pas d'occasion franche. Tu réussis à bien défendre dans tes 30 derniers mètres. La prestation de Sergio Ramos peut en témoigner. Le problème, c'est que Kingsley Coman ouvre le score sur une erreur de marquage dans notre surface et aussi sur le centreur qui a bien trop de liberté, mais surtout ouvre le score à quelques minutes de l'entrée de Mbappé. Voilà. Ceci étant dit, pour cette semaine, il a pris une vraie leçon par Nagelsmann qui en a fait son toutou. D'abord parce que le plan du Bayern a fonctionné à merveille. Beaucoup disent, oui, le Bayern était pas très impressionnant, était prenable. Parce que sur certaines séquences, on a eu l'impression de leur faire mal. Ça s'est vu sur les 20 dernières minutes au match aller. La première mi-temps chez eux, ok, quand on voit le niveau du PSG depuis le début de la saison, c'est une mi-temps qui paraît un petit peu surréaliste, assez inattendu d'être aussi bon sans être transcendant et dominer outrageusement, comme je l'ai dit hier, parce que le Bayern n'a jamais paniqué, a toujours été dans la tranquillité, la sérénité. Ce n'est plus le Bayern d'Hansi Flick qui va gagner 5-2, 6-2. C'est le Bayern de Nagelsmann, qui s'il remporte la Ligue des Champions, ce sera sur des matchs gagnés 2-1, 3-1, mais pas en se livrant de façon totale. Aussi parce qu'il sait que devant, il y a un manque de tranchant dans cette équipe en fait. Mais derrière, c'est évidemment très bon. Le plan Goretzka sur Messi, extraordinaire. Upamecano qui suit Mbappé à la culotte avec Stanisic qui reste dans sa zone pour apporter la supériorité numérique. Ça, c'était évidemment réussi, ça a marché. Le pressing, pareil, la montée en puissance physique sur la seconde mi-temps. Donc, Nagelsmann, autant sur le match aller, et franchement, ça me fait du mal pour moi de dire ça parce que c'est pas un entraîneur que j'admire particulièrement, Nagelsmann. Au match aller, la première mi-temps était très scolaire de la part du Bayern. Je l'ai dit dans l'entre-deux matchs, mais là, pour cette semaine, c'était un plan très réussi. Et de l'autre côté, on a Galtier qui a fait son 3-5-2, qui est rentré dans une caricature totale du aller chercher Mbappé dans la profondeur sans aucune autre alternative en fait. Parce que Hakimi, il loupe 6 centres et c'est le pire total pour un latéral depuis Alves en 2017. Ça remonte. Hein. Et là, c'est l'exécution technique d'Hakimi qu'on peut remettre en cause, bien évidemment, parce que ce n'est pas des centres qui trouvent pas preneur, c'est des centres qui sont au 3e poteau, tout simplement. Mais de l'autre côté, tu peux dire, pourquoi centrer? Sachant qu'il n'y a personne dans la surface, en fait. Et dire qu'il faut un numéro 9, c'est une chose. Mais de l'autre côté, tu peux envisager un système avec une projection des milieux, un Mbappé qui revient dans l'axe, dans la surface, parce que depuis le début de la saison, on ne cesse de le répéter, il s'entête sur son côté gauche pour revenir vers l'intérieur du jeu, et
ça lui gâche en fait plein d'occasions de but, sans pour autant mettre des têtes à la Edinson Cavani sur un centre d'Achraf Hakimi, hein, qui lui aussi peut centrer à ras de terre par exemple, parce que Messi aime les reprendre, même si ça lui a pas réussi sur la double confrontation, il en loupe 2. Bref, dans tous les cas, Galtier fait sortir Marquinhos, et à ce moment-là, quand tu fais rentrer Bichabou, peut-être que la réflexion d'un passage à 4 derrière peut être prise en compte. Au final, il s'entête sur son 3-5-2, ça a bossé que Mbappé dans la profondeur, ça a inculqué à cette équipe une culture des relances courtes qui m'énerve profondément parce qu'on nous dit il n'y a pas de point de référence devant, pourquoi relancer long? Pas de problème. Mais quand Mukiele est sur le terrain, ça peut être un point de repère. Fabien Ruiz aussi, même s'il ne gagne pas beaucoup de duels aériens. Et j'ai envie de citer le match contre l'Atalanta. L'Atalanta qui en 2020, on le rappelle, est une équipe qui court le plus, qui court comme des lapins. C'est à se demander s'ils ne sont pas piqués de partout. Et tu réussis un plan avec Navas qui envoie des parpaings. Parce que Navas avait pas un jeu au pied clairement meilleur que Donnarumma. Des parpaings sur Neymar. Mais tu travailles les déplacements de tes milieux, Icardi ailier droit, pour justement avoir de l'espace et que Neymar reçoive les ballons. Neymar qui est frêle quand même. Et ben il les reçoit. Et ça marche contre l'Atalanta en 2020 en fait. Pourquoi tu ne bosses pas ça? Parce que tu fais rien d'autre. Tout simplement. Et maintenant, on va parler de Christophe Galtier dans sa globalité. Alors, déjà, changer d'entraîneur maintenant, je pense qu'au sein du club, on ne le veut pas trop. Il y a eu différentes informations qui sont sorties. Il y avait une réunion Nasser, mais bon, c'était source espagnole, pas très fiable. Moi, je suis pas trop pour changer d'entraîneur maintenant, parce que je vois mal un entraîneur arriver, sachant que d'ici juin, il aura déjà grillé quelques crédits, parce que ses joueurs sont en roue libre, en fait. Et parce qu'ils sont en roue libre, bah, c'est très compliqué de préparer ton plan de jeu pour la saison prochaine. Encore plus quand tu as des joueurs qui ne seront pas là, qui vont partir au mercato, qui aujourd'hui sont titulaires. Ramos, Messi par exemple. Donc moi, bon, je suis pas trop pour. À la limite, le directeur sportif, pour préparer le mercato, ça me paraît juste inconcevable de continuer à virer nos directeurs sportifs fin mai, début juin. C'est pas possible en fait. Par exemple, le cas de Tchouaméni. On nous dit Tchouaméni, il voulait pas venir au PSG, il est allé au Real Madrid, ça servait à rien. La réalité, c'est que le Real et Liverpool se battaient depuis décembre-janvier. Quand nous, on est arrivé à la mi-mai, avec notre changement d'organigramme qui a dû se ressentir dans les négociations, parce qu'un jour, tu devais avoir un mec de Leonardo et le lendemain, t'as tout d'un coup Luis Campos qui débarque. Donc c'est très compliqué, en fait, d'attirer des joueurs dans ces conditions-là. Quand tu changes aussi tard. Là, depuis quelques mercatos, il y a quand même beaucoup de coups qui sont faits très tôt, avant le mois de juin tout simplement, qui sont bouclés. Donc si on veut changer de directeur sportif, c'est maintenant. L'entraîneur, ça peut peut-être attendre. Surtout que le plus important, c'est savoir si son groupe l'a lâché ou pas. Et je pense, je ne suis pas dans le vestiaire, je pense que les joueurs ne l'ont pas lâché maintenant. Parce que, de toute façon, il fait la calinothérapie avec les joueurs les plus importants. Voilà. Messi, Mbappé et tout ça, ils sont vraiment brossés dans le sens du poil. On va y revenir bien évidemment plus tard. Le fait qu'il soit limité tactiquement, Galtier, c'est une évidence. Tout le monde peut sauter dessus, peut faire tous les développements du monde. Mais moi, j'ai juste envie d'aller à l'essentiel. On le savait. Il est arrivé, on le savait très bien que Galtier, c'était le 4-4-2. Que son Lille, c'était un système qui joue en contre-attaque, avec des joueurs fulgurants, mais que lorsqu'il faut avoir le ballon face à un bloc bas, on ne sait pas trop quoi en faire. On le savait que Galtier, les gros matchs, c'est compliqué son approche. La finale de Coupe de France la saison dernière avec Nice, demandez aux Niçois son approche à ce moment-là. Tout ça, on le savait. C'est comme Fabien Ruiz. Ça sert à rien aujourd'hui de s'extasier sur ses performances parce qu'il est régulier, parce qu'il choisit ses matchs, parce que quand il fait un bon match, à chaque fois c'est l'histoire d'une demi-heure ou une mi-temps grand maximum, jamais il fait 90 minutes complètes, mais ça on le savait, c'était le cas à Naples déjà. Pourquoi ça changerait en venant au PSG? Tout simplement. Ensuite, sa communication, bon, c'est sûr que là, le char à voile, le vice-capitaine, Neymar pareil, hein. On va y revenir. Et surtout les jeunes. Et là, j'aimerais m'arrêter sur les jeunes avec Christophe Galtier parce que c'est compliqué. Zahir Emery, faisons le point.
Semaine du 10 janvier, je crois. On joue Angers le mercredi, retour de Messi de la Coupe du Monde, là. Le mardi, Galtier te dit, Zahir Emery, il est capable de démarrer un match de Ligue des Champions. Le lendemain, pas une seule minute contre Angers. 5 jours plus tard, Rennes, match coup près de Ligue 1, titulaire. Si ça, c'est pas l'envoyer au casse-pipe, je sais pas ce que c'est d'autre. Pareil. Ok, il peut démarrer un match de Ligue des Champions. Un mois plus tard, tu le titularises contre le Bayern milieu droit, alors que le mec est une sentinelle quand même. Et que dans ton équipe première, il t'a apporté en étant relayeur parce qu'il a ses capacités pour porter le ballon, pour faire quelques percées. Ça, c'est l'envoyer au casse-pipe. De l'autre côté, les titis doivent aussi être traités comme des joueurs normaux de l'effectif. Si on le veut, il faut aussi être jusqu'au boutiste. Et du coup, accepter qu'ils sont titulaires quand il y a de la place, tout simplement, et quand l'entraîneur le veut, parce qu'ils sont à la disposition de l'entraîneur, comme tous les joueurs normaux. À un moment donné, si on veut les mettre sur le même pied d'égalité que les autres, il faut aussi être un petit peu plus juste. Mais dans tous les cas, voilà, pareil, contre Reims, là, quand il perd un ballon au milieu de terrain, enfin, perd, c'est un grand mot sur sa tête, alors que derrière, les mecs n'ont aucune réaction. Je crois qu'il y a Ramos qui couvre de 5 mètres, il y a Renato qui est complètement en manque de réaction totale, Danilo aussi, je crois. Et en conférence de presse, il vient nous dire Zahir Emery, c'est une erreur de jeunesse. C'est pas possible en fait. C'est comme Bichabou mercredi. Alors là, aujourd'hui, il est allé en conférence de presse, il s'est défendu. Il a dit non, j'ai pas voulu incriminer Bichabou, mais c'est vrai qu'il aurait pu jouer Léon. Maintenant, quand on est jeune, bon, on peut pas lui en vouloir. Pourquoi tu parles pas de Verratti, mon garçon? Pourquoi t'incrimines un jeune en fait? T'es entraîneur. Donc à la différence de nous qui sommes des observateurs, nous on peut tout dire. Toi, tu peux pas tout dire. T'es entraîneur, tu te dois de préserver tes joueurs. Tu peux pas mettre un jeune comme ça face à ses responsabilités en mondiovision, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que si ton Fabian Ruiz, que ton Luis Campos est allé chercher à 25 millions, plutôt que de faire confiance à Zahir Emery, qui visiblement avait déjà fait une belle tournée au Japon cet été, il y avait déjà des papiers qui disaient que c'était un crack, mais au lieu de lui laisser du temps de jeu, Luis Campos est allé chercher Fabian Ruiz 25 millions, qui fait la fameuse passe sur le pied droit de Bichabou alors qu'il est gaucher, il y a un problème. Il y a un problème. Et le summum de tout ça, c'est Ekitike. Ekitike, je l'ai beaucoup critiqué. À raison, bien évidemment. Mais, parlons de Galtier aujourd'hui dans cette affaire. Pourquoi? Ekitike, il arrive à un moment où Galtier, alors il est avec Campos, il nous dit, ouais, je veux faire jouer un 9 qui joue avec Mbappé. Alors on ne sait pas trop comment, à moins de faire un 4-4-2 avec Neymar milieu gauche, Messi milieu droit, Mbappé et un 9. Il n'y a aucune autre solution à ce moment-là. Et on sait très bien que la solution qui est envisagée au sein du club, c'est pas du tout le 4-4-2 avec les 4. C'est le départ de Neymar. Soyons très clairs. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Donc il nous dit, je veux un 9 pivot capable de gagner avec Mbappé. Tu recrutes Ekitike, qui est un Mbappé en moins bien. En gros, il joue dans les mêmes zones que Mbappé. Tu te dis, où est la logique? Ensuite, donc tu le fais pas jouer, première titularisation contre Nice, début octobre. Alors là, Ekitike, il loupe son match, pas de problème. On l'a défoncé dans le débrief, on va pas revenir là-dessus. Tu joues contre Benfica à l'aller, il rentre pas, il est sur le banc. Reims, son ancien club, pas une seule minute. 3 jours après, Benfica, 1-1, tu dois aller chercher le score, tu le fais rentrer. Alors que contre Reims, 4 jours avant, il a eu aucun temps de jeu. T'es quand même à 10 contre 11, tu cours après un score. Ramos a pris un rouge. Quand tu cours après un score face à Reims, pardonne-moi. Ok, t'as fait sortir Ramos, tu fais rentrer un défenseur. Mais tes autres changements, c'est des attaquants quand même, parce que tu vas pas jouer le match nul contre Reims, même à 10 contre 11. Tu dois aller marquer en fait. Derrière le match contre le Benfica où il rentre, bon, forcément, il fait une entrée dramatique parce que il n'a pas joué 4 jours avant. Ajaccio, il joue 5 minutes. Marseille, il joue pas. Haïfa, il joue 10 minutes. 3, tu le remets sur le banc, il rentre pas. Et derrière, tu le fais rentrer 22 minutes contre la Juve, alors que pareil, tu dois aller chercher le score. Va chercher la logique. Ensuite, allez, il a enchaîné, il a eu son temps de jeu. Là, janvier, c'était vraiment la période où il était titulaire, il jouait beaucoup, et ça allait pas du tout. Donc là, on est tombé sur Ekitike, pas de problème. C'était Ekitike le responsable. Ensuite, là, tu le fais rentrer contre le Bayern. Bon, il fait une entrée dramatique, mais ça étonne qui? Alors que contre Nantes et contre Marseille, où tu mènes 3-0 avant l'heure de jeu, tu le fais pas rentrer. Il est au placard. Mais qu'est-ce que tu veux que le mec t'apporte alors que
tu lui donnes aucune minute en fait. Le mec ne peut pas se sentir à l'aise, ne peut pas être concerné par les événements quand tu le fais pas rentrer au moment où il faut faire tourner. Quand tu n'as pas les cojones de sortir les mecs qui ont un gros statut tout simplement. Voilà. C'est une réalité avec Christophe Galtier. Je pense aussi, alors ça c'est plus subjectif, qu'avec Ekitike, je pense que les deux, ils doivent pas s'apprécier. Pareil, fin octobre, on n'oublie pas que Galtier, il tabasse Ekitike en conférence de presse. Je crois que c'est avant le match contre la Juve début novembre, alors que il l'a titularisé contre Nice, mais derrière, il ne fait que rentrer en Ligue des Champions et même pas en Ligue 1. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Voilà. Alors maintenant, j'ai délaissé toute la partie Ekitike. Ça, on y est revenu très longtemps. On y reviendra plus tard quand il faudra parler de l'option d'achat qui va se lever obligatoirement cet été. Mais là, on parle de Galtier. Donc, je mets juste en avant son influence dans le dossier Ekitike. Maintenant, bien évidemment que le joueur a aussi sa part de responsabilité, hein, bien sûr. Hein. Mais ça, on l'a suffisamment souligné dans pas mal de vidéos. Tout ça pour dire qu'évidemment, Galtier est fort avec les faibles et faible avec les forts. Parce que, Messi, ça commence à se voir quand même. Hein. La calinothérapie, limite l'idolâtrie. Mbappé, c'est pareil. Hein. Quand on repasse à 4, pardonnez-moi, c'est le pivot gang en premier lieu qui donne ce changement de système. Bien sûr qu'il faut un coach, en fait, qui n'est pas là pour l'opportunité, qui n'est pas là pour le poste, voilà, qui n'est pas là en admirateur. Bien évidemment qu'il faut un mec, en fait, qui va être capable de remettre chaque joueur à sa place, dire les vérités, parce que là, on est tombé... En fait, ça faisait des années qu'on disait les coachs succombent au statut, les coachs sont des ministres des sports, ils ne peuvent pas travailler dans cet effectif, il y a trop de joueurs stars. Mais là, on est tombé tellement bas dans la caricature avec Christophe Galtier, ça en devient très très gênant. Neymar, magnifique. Début d'été, Galtier, conférence de presse, te dit « Neymar, j'ai une idée très précise de ce que je vais en faire. » Et il sera titulaire. Pas de problème. Donc à ce moment-là, tu te dis, bon, s'il a une idée précise, c'est parce qu'il ne veut pas s'en séparer. Un mois après, interview à l'équipe ou aux Parisiens, je veux un 9 pour jouer avec Mbappé. Là, tu te dis bizarre. 15 jours après, Neymar, d'ici à la fin du mercato, tout peut se passer, c'est un mercato. Ok. Son acolyte Luis Campos chez Rotten sans flamme 15 jours après, il y a superposition à plusieurs postes. Neymar, Mbappé. Le mercato est loupé. Alors qu'on savait pertinemment qu'il voulait se séparer de Neymar. Galtier en même temps que Campos parle de superposition. Neymar fait des efforts. Neymar est parfait professionnel depuis que je suis arrivé. Neymar est la clé de l'équilibre de l'équipe par ses replis. Ok. Galtier avant le match contre le Bayern. Neymar, non. Sa blessure n'est pas une bonne nouvelle. Mais oui, on est plus équilibré sans lui. Alors là, pardonnez-moi, je suis complètement perdu. Pardonnez-moi, on peut tout dire, hein, Neymar, hygiène de vie et tout ça, pareil, c'est comme Ekitike, on y reviendra plus tard, on y est déjà revenu dans d'autres vidéos, mais là, la communication, c'est juste de la politique pure et dure, c'est vraiment marcher sur un fil. Je le disais en septembre, Galtier dans sa communication marche sur un fil, essaye de mettre tout le monde d'accord, et à un moment donné, ça va se retourner contre lui. Parce que tu peux pas faire à chaque fois en fonction de la conjoncture pour satisfaire tout le monde. Tu dois avoir une ligne directrice à un moment donné très claire en fait. Et là, c'est très compliqué de voir où est-ce qu'il veut en venir. Les gros matchs, pareil, très mauvaise approche. À part le 3-0 contre Marseille, la première mi-temps du match aller contre la Juve, tout le reste, pardonnez-moi, c'est acheté. Hein. Monaco 1-1 en août, alors que tout allait bien, tu fracasses la dynamique. 3-1 au match retour. Lille, le 4-3, tu réussis quand même à te faire remonter à 3-2 hein, avant le coup franc de Messi. On va pas refaire l'histoire. La Juve, tu te fais dominer 3 mi-temps sur 4. Le Benfica, tu fais 2 matchs nuls. Le match retour, tu dois le gagner, mais ça en fait que de le répéter. Contre le Bayern, tu prends une leçon totale. Mais ça, on le savait en fait. Déjà contre Nice. Contre Nice, l'année dernière,
s'il tombe au classement entre février et la fin de saison, s'il paume la Coupe de France, c'est parce que les matchs à grands enjeux, les matchs contre le haut de tableau, il n'est pas bon en fait. Lens, 1er janvier. Rennes, 15 jours plus tard. L'approche cataclysmique. Attends, qu'est-ce qu'il a fait contre Monaco? Ah oui, c'était le système à 3 sans Hakimi et Nuno Mendes. Le système à 3 avec Bernat, qui joue avec sa ventoline, et Timothée Pembele, qui revient des croisés. Les deux pistons d'un système à 3. Formidable. Tout ça pour 30 minutes après, repasser à 4. Bref, c'est compliqué. Et on rappelle que on a payé pour le faire venir, Christophe Galtier. On a payé une dizaine de millions d'euros à Nice qui voulait absolument s'en séparer. Si ça, c'était pas du signal alarmant, je ne sais pas ce que c'était. Bref, en plus de sa complicité avec Campos, bien évidemment, parce que cet été, quand il fallait se plaindre d'Antero Henrique ouvertement en conférence de presse, il y avait du monde. Là, depuis le mercato hivernal, complètement loupé, alors qu'Antero est parti au Portugal gérer Braga et QSI, là, il n'y a plus personne. Voilà, il n'y a plus personne. Et j'irai même plus loin, j'ai l'impression que par moment, Campos empiète sur le poste d'entraîneur de Galtier, qui me semble être un petit peu son toutou, sans caricaturer bien évidemment. Bref, au vu du marché des entraîneurs actuels, c'est vrai qu'il y a des opportunités et il ne va pas falloir se louper. Voilà, faire un choix. Moi je le dis, si on a un entraîneur qui s'en fout du poste, qui n'est pas là pour ça, qui arrive et qui ne te dit pas à sa première conférence de presse, c'est l'opportunité de ma vie, j'étais très heureux, j'ai appelé ma femme, je remercie Campos le président, niet. Mais là, il y a quand même Luis Enrique, Thomas Tuchel, Zidane, peut-être Jürgen Klopp, même si je pense que ça colle pas avec le PSG, qui vont probablement être libres cet été. Antonio Conte aussi, même si lui, je pense que là, à Tottenham, c'est plus la vie en général, la vie en Italie qui lui manque et il va vouloir retourner là-bas. Bon bref, dans tous les cas, il va falloir faire un gros choix. On se donne jusqu'à la fin de saison pour délibérer. Je suis pas pour le faire partir maintenant, Christophe Galtier, mais il va falloir quand même changer 2-3 petites choses dans son coaching s'il veut rester tout simplement. Et on va voir le son de cloche de Doha parce que c'est eux qui auront le dernier mot. Bonne soirée à tous, cette vidéo est très longue et elle me laisse la possibilité d'en faire encore une suite un autre jour parce que demain on va faire le débrief de Brest PSG. On se retrouve demain soir. Ciao les amis.